qui leur permettait d'aller plus bas, hors de la ville. Et tous les troupeaux passant dans cette rue marquaient leur passage de toute leur déjection. Il y avait dans cette rue des Bouzes, un café dans lequel personne n'allait. C'était là aussi sans doute une paysanne reconvertie parce que le mari était mort. Il pleuvait à torrent. J'étais rentré dans ce bistrot. Il n'y avait pas de lumière. Je m'étais même demandé est-ce que l'on sert encore un peu à boire là. Et la patronne était arrivée. Je lui avais demandé de me donner un verre de vin. Je m'étais assis. Et la pluie ne cessait pas. Il y avait deux autres clients qui buvaient et qui avaient l'air d'avoir trop bu. Je prêtais peu attention à ce qu'ils disaient. Il y avait beaucoup de violence et d'éclat de voix, mais ils ne se disputaient pas. Je me demandais si je ne devrais pas donner un petit coup de fil à Cécile et lui dire « Je suis à Hauteville, je ne rentre pas tout de suite, ne t'inquiète pas, il pleut, je suis dans un bistrot, j'attends, je rentrerai dans 1 heure. » Et je ne l'ai pas fait. J'ai pris mon verre, j'ai changé de table, je me suis rapproché des deux buveurs. J'entendais mieux ce qu'ils disaient. Cela m'évitait de penser et de remuer ce qui m'avait fait sortir de la maison, du village et venir jusqu'ici. J'avais commencé un grand dessin. Je n'avais accumulé que conneries sur conneries. J'avais mélangé le crayon à l'encre de Chine. J'avais voulu rapporter de la couleur. Ensuite, j'avais essayé de faire une empreinte. Je sentais que plus je faisais, plus j'aggravais mon histoire. Et je m'étais rendu compte, j'avais admis que c'était devenu très, très laid, inintéressant. Impossible de s'accrocher à ça. Or, dans d'autres moments, je le savais, mais à ce moment-là, dans ces moments dits de crise ou de cassure ou de pré-cassure, on ne peut pas se souvenir de ce que Cécile m'avait dit justement, plusieurs fois. Fais attention, la cassure n'est pas une vraie cassure. Dans le travail, ça ne se voit pas. C'est toi qui, par ta cassure, va casser le travail. Mais sinon, tu passes ton temps là, tu le passes moins bien que d'habitude, avec moins d'intérêt. C'est un passage. C'est un passage. Et j'avais abandonné. L'abandon est toujours quelque chose de néfaste dans le dessin. Ce n'est pas l'entêtement qui est à rechercher, mais une certaine obstination. C'est en insistant là où, effectivement, on accumule, alors disons qu'on accumule des erreurs, que l'on accumule du désordre, que l'on accumule du dérèglement, que l'on doit être beaucoup plus aux aguets que lorsque, lentement, la chose se développe et prend une tournure, et vous entraîne, et passe, et coule. C'est quand ça ne coule pas, quand ça ne passe pas, et que tout à coup ça se met à passer, mais vraiment à flot, et que ça dérange tout, c'est là que on pourrait dire du nouveau, est en train de se manifester ou de se préparer. Ce sera un dessin très médiocre, vu de la façon où on regarde les autres. Mais ce sera un dessin porteur, un dessin révélateur, annonciateur. Il n'y en a qu'un sur 100 comme ça. Et en disant sur 100, je ne suis même pas sûr de dire le bon chiffre. C'est peut-être 1 sur 200. Le dessin, il faut savoir aussi voir, ou pouvoir voir, ou connaître pour pouvoir savoir et voir. Pas facile. Il y a aussi les dessins qui tournent mal, et qui ne pouvaient pas tourner bien parce que, disons que l'accident irréparable est arrivé. Faites un trou dans une feuille de papier, vous pourrez toujours essayer de recoller, on verra toujours le trou. Bon, donc, il y a l'irréparable, mais il y a ce qui, non pas est réparable, ce qui doit être pris en marche. La barque est pleine, elle va couler, sautez dedans. Mais oui, mais elle va couler. Non, pas sûr. Pas sûr.
Vous avez un poids, mais dans un dessin, le poids, ça joue pas. Donc vous pouvez rajouter votre corps, 60 kilos, 80 kilos, ça continuera à flotter. Ça passera. Vous vous direz, bon Dieu, là-bas, il y a une chute, je pourrais jamais y arriver, c'est pas la peine, j'abandonne. Non, faut pas abandonner. Faut pas abandonner parce que d'abord, vous n'allez pas obligatoirement aller vers la chute. Il va peut-être y avoir, je sais pas, ouais, quelque chose qui va racler dans le fond et qui va bifurquer, qui va vous ramener vers la berge. Et là, quelle berge? Vous la connaissez pas, cette berge? Sur la berge, vous allez peut-être vous arrêter. Vous allez peut-être commencer à vider la barque. Puis dans le fond de la barque, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous ne savez pas non plus. Et puis vous allez le transporter sur la berge et vous ne savez rien. Vous avez bien fait de continuer. Vous avez bien fait de ne pas sauter. J'écoutais les deux ivrognes, parce que c'était des ivrognes. Ils se tapaient un peu sur les épaules, soi-disant gentiment, mais des bonnes tapes. Et ils demandaient sans arrêt une fillette, une fillette. La fillette, il y en avait au moins 5 ou 6, ça voulait dire qu'ils en avaient bu 3 chacun. Et c'était sans doute le niveau maximal pour eux. Et il y en a un qui a dit à l'autre, oui, mais tu me disais, mais tu l'as su, toi, quand là-haut, sur Rotor, tu l'as su, l'histoire? Oui, je l'ai su, oui. L'autre qui avait pris le type, là, qui avait fait une omelette, et puis qui... Oui, mais c'était pas comme ça, exactement, c'était pas comme ça. Ah, mon vieux, là, celui-là... On peut dire qu'il l'avait drôlement chopé, hein. Écoute, moi je la connais bien l'histoire, parce que je l'ai connu le gars. Je l'ai connu, il est mort maintenant, mais je l'ai connu. Ben, c'était à la fin. C'était vers disons vers le 15 août, tu vois. Il était là-haut, il était tout seul. Et puis de femme, je sais même pas s'il avait une femme d'ailleurs. Tu vois, il était chez lui. Et puis, il a entendu quelque chose. Il a entendu comme un bruit dans sa cour. Il y avait une grande cour. Il fallait rentrer, tu vois, fallait passer, comment que je te dirais? Il avait foutu 2 pierres, tu vois, pour rentrer. Ça faisait un peu comme une entrée, comme un portail, mais il n'y avait pas de porte, tu vois. Il y avait 2 pierres qui étaient levées, comme ça, tu vois, dressées. Il avait entendu là quelque chose qui grattait. Il s'était approché de sa fenêtre. C'est lui qui me l'a dit, hein. C'est lui qui me l'a dit. Donne-moi encore un canon. Et puis il avait regardé. Et puis qu'est-ce qu'il avait vu? Il avait vu un soldat. Ah, un soldat qui marchait dans sa cour. Ah, bah tu sais. Il m'avait dit, je me suis sur le moment demandé, mais qu'est-ce que je vais faire avec ces gaillards s'ils viennent ici? C'était un soldat, c'était un boche. Ouais. Ah, le type, il approchait de la maison. Il avait retiré son casque. Tu vois, il n'était pas... Hein? C'était pas un grand malin, celui-là. Et puis, il tenait son fusil par le canon. Ah bah, tu sais, chez moi, si on avait tenu le fusil par le camion... Pas le camion, pas le canon. Si on avait tenu chez moi le fusil par le canon, eh ben... Le pitaine, il te faisait foutre 12 balles dans la gueule. Mais l'autre, il s'approche de la maison. Alors, qu'est-ce qu'il allait faire, mon gars? Il allait pas lui dire c'est défendu d'entrer. Peut-être que l'autre, il allait prendre le flingue et puis qu'il allait décharger là-dedans. Ou bien peut-être qu'il était perdu. Et l'autre, il a poussé la porte. Et pas de mal parce qu'il n'y avait pas de serrure, il n'y avait rien. Ouf, il fallait voir comment il vivait. Ah là là, mon pauvre. C'était des sauvages là-haut. Il a poussé la porte, il est rentré. Il l'a pas vu tout de suite. Mais il l'a vu après. Et il parlait pas le français. Et puis l'autre, pas sûr qu'il parlait pas l'allemand, je suis même pas sûr qu'il parlait bien le français, tu sais. On parlait tous le patois par là-haut. Alors, il a pas trop su comment lui dire, lui tourner, hein. Alors il regardait, il n'osait pas s'approcher de lui. Et puis, t'as le soldat là-bas, il s'est approché, lui, pas de lui, non. Il tenait toujours, il paraît qu'il traînait le fusil. Oh, il a posé le casque sur la table. De là, enfin, une table. Si t'avais vu les tables qu'il avait là-haut, il avait rien, gars, rien. Les bancs, c'était un bout d'arbre coupé en 2 avec 4 morceaux de bois d'enfoncés dans les trous. Et puis c'était tout. Et puis une table qui était une planche.
Puis va savoir comment ça tenait, tout ça. Oh. Mais en tout cas, le voilà. Il s'approche de la table, il pose son casque dessus. Il appuie près du casque le fusil. Il lâche le fusil. Oh. Et puis, je sais plus, attends, qu'est-ce que je te disais? Ah ouais, il lâche le fusil. Enfin, il lâche pas le fusil, il appuie le fusil à la table. Et puis, le voilà qui se met sur le banc. Et puis qui pose les coudes sur la table. Oh ben, il n'était pas culotté, hein. Et puis il regarde mon bonhomme. Et puis il lui fait signe avec la main. Et il fait signe. L'autre, il comprend pas tout de suite. Il le regarde bien. Et je lui ai dit, là, j'ai dit, mais à quoi tu pensais, toi, quand tu le voyais comme ça? Je me disais, il n'a pas envie de me tirer une balle, il a foutu son fusil là. Je voulais pas trop m'approcher de lui, mais il était pas vieux. Puis il avait retiré son casque, c'est qu'il était peut-être tout seul, puis que les autres, en tous les cas, ils étaient loin, ou bien qu'ils s'étaient perdus, tu sais, sur un rotor. Ou bien, après, l'idée qui m'est venue. Et puis il m'a appris que il avait certainement la même idée. C'est que ce soldat-là, il avait dû regarder sur une carte. Quand t'es à Rotor, t'es pas loin de la Suisse, tu peux passer là-bas. T'as un gars qui voulait déserter. Il s'était dit, c'est tout foutu, on a perdu, il faut pas se faire prendre, il faut aller en Suisse. Ah, il avait pensé ça. Et puis je suis sûr qu'il avait raison, l'autre. Mais il pouvait peut-être plus avancer, ou bien il se disait, c'est encore loin pour aller en Suisse, et puis là je suis dans une ferme. Et puis tu sais ce qu'il voulait dire avec sa main qui faisait bouger comme ça, hein? Eh ben il voulait dire, je voudrais manger. Hey, il avait compris aussi. Les deux, ils avaient compris. Alors, il a fait. Tu sais ce qu'il a fait? Il a ouvert un placard et il faisait son pain tous les mois. C'était du pain qui était dur. Il a sorti une miche, c'était une grosse miche ronde comme ça, qu'il avait entamée. Il a mis cette miche-là sur la table. Il a balancé un couteau. Et puis, dans son placard, il a pris des œufs, une poêle. Il a cassé tout ça là-dedans, il a battu. Pouf, il a fait une omelette. Il a rajouté 2-3 bouts de lard. Il a fait cuire. Et puis il lui a servi comme ça, pas dans une assiette, dans la poêle. Il a foutu la poêle en dessous le nez, puis il a envoyé une fourchette. Et puis le soldat, il l'a regardé, puis il a mis son pouce à la bouche. Il voulait boire aussi. Bah, l'autre, il a encore été dans son placard. Puis il a sorti une bouteille qui était à moitié vide. Puis il a balancé sur la table. Et puis il a rajouté un verre. Et l'autre, il s'est servi un canon. Il a bu un canon, a commencé à manger l'omelette, et a commencé à se couper une tranche de pain. Puis il l'a fini, tout doucement. Un bon bout de pain, toute l'omelette, toute la bouteille qui restait comme vin. Il a sorti une cigarette. Il en a proposé une à mon copain. Et puis mon copain, il n'a pas voulu la fumer. Il fumait pas, hein. Enfin, il avait chiqué. Mais non, il n'avait pas envie de prendre une cigarette. Oui, il était méfiant. Il était méfiant. L'autre, il a fumé tout doucement sa cigarette. Et puis quand ça a été fini, il a commencé à se dégourdir, il s'est levé. L'autre, il me disait, moi, je regardais ce qu'il allait faire avec son fusil maintenant. Parce que s'il n'avait pas mangé depuis longtemps, puis pas bu du pinard depuis longtemps, ça pouvait lui monter à la tête et puis qu'il me foute... C'était pas possible, mais c'était pas impossible non plus. Il a pris son casque, il a pris son fusil. Puis il est reparti vers la porte. Puis quand il est arrivé dehors, dans la cour, il a fait 2-3 mètres et il a balancé son casque dans le fond de la cour. Et puis avec son fusil, il a fait un moulinet et puis il a foutu son fusil, il est allé ricocher contre le toit puis se planter dans du foin qui était là-dessus. Alors l'autre, il est sorti à ce moment-là. Il est venu pas loin de lui, puis il lui a fait signe de le suivre. Tu connais la fin? Oh, bien sûr que je la connais. Et
Il l'a emmené, pas vers la sortie, par là où il était arrivé. Il l'a emmené un peu de l'autre côté, là où il y a tout le matériel, tu vois. Où il avait sa faucheuse, il avait ses joues, mais il n'avait plus rien, il faisait plus rien là-haut. Il faisait plus rien. Il l'a amené là où il y avait le bois. Et puis, tout à coup, patatraquit, il a flanqué un coup de hache. L'autre, il avait tourné la tête, il l'a pas vu arriver. Il paraît que ça a pissé, qu'il s'est un peu agité. Puis il a crevé comme ça. Tu vois? Eh ben, moi, je sais pas ce que tu penses. Mais... Et là, je me suis levé. Il ne m'avait pas entendu. Il se retournait vers moi. Je leur ai fait un signe de la main. J'ai rapidement sorti une pièce de ma poche. J'ai dit à la patronne, tenez, payez-vous, je m'en vais. Je suis sorti. Je me suis retrouvé dans la rue des Bouzes. Je voulais rentrer chez moi. Rentrer chez moi, mais rouler un peu avant. Il pleuvait. J'ai retrouvé la voiture. J'ai mis le moteur en marche. J'ai pas démarré tout de suite. J'ai sorti moi aussi une cigarette. J'ai fumé. Une deuxième cigarette. Je l'ai fumé. J'ai mis le moteur. J'ai commencé à rouler. J'allais dans la direction de Tenay. C'était pas la direction pour la coup, ça. Je pourrais encore reprendre un petit peu à droite, remonter vers les carrières, retrouver la route. J'avais l'impression que je ne pourrais pas m'arrêter, que je continuerais peut-être à rouler au-delà de la coue. Une histoire comme ça, c'était vrai ou pas vrai? C'était vrai, deux ivrognes, ça dit la vérité. Oh bah justement, ça ne dit peut-être pas toujours la vérité, ça se prend au jeu, ça dit oui, mais le deuxième, il le savait aussi. Il a tué le type. Ah, pas comme ça. J'ai repéré l'embranchement, j'ai tourné à droite. J'ai retrouvé les carrières, dépassé le grand ferrailleur qu'il y avait là. Un fou. Puis à gauche, la route. La route qui pouvait me conduire à nouveau soit à Hauteville, soit à la coue. J'avais laissé ma vitre basse, j'étais tout mouillé. J'ai quitté la route importante pour tomber sur la petite route. J'ai roulé jusqu'à la Bertinière. Mais au lieu de descendre en dessous de la Bertinière pour directement refiler sur la coue, je suis monté comme si j'allais à la Bertinière. Mais il était possible de ne pas rentrer à la Bertinière et à nouveau de retrouver une petite passe et de refiler sur la route. Je me suis arrêté là. C'est de là qu'on voyait la coue. C'est de là qu'avec Cécile, tous les deux, en venant de Pisselou, on avait découvert le village. On était venus là pour découvrir. C'était notre première petite bagnole. Je venais de terminer la Ghana. On n'était pas mécontents. On avait trouvé le village de loin superbe. C'était le village qu'on nous avait dit comme étant le bout du monde. C'était un matin vers 11 heures. C'était plus que superbe, c'était magnifique, presque trop merveilleux. Cécile avait dit, j'ai jamais vu un village comme ça. On dirait qu'il y a un trou au bout, puis que tout va tomber. Ouais. Et on s'était avancé tout doucement, tout doucement. On avait arrêté la voiture sur la place de l'école. On ne savait pas encore qu'on allait acheter la maison en dessous de l'école, qu'on allait devenir des gens de la coue. Et moi, je suis resté là, à cet emplacement, à regarder. Cécile était là-bas dans la maison. Je voyais l'église un peu noire, se détachant bien sur le ciel, dans le fond, tout au bout. Je pouvais nommer toutes les familles dont je voyais tous les toits de maison. Je ne raconterai pas cette histoire à Cécile, pas tout de suite. C'est pas possible de raconter ça. Je pourrais demander à Griot, est-ce que tu as entendu parler d'une histoire sur Rotor? J'ai pas envie de demander à Griot. Pourtant, ça serait bon de savoir si Griot confirme, parce que Griot, c'était pas loin de Rotor. Breno-Rotor, ça se touche. Il faut faire encore une vingtaine de kilomètres, mais c'est tout à fait le chemin pour les Rotor. Ou bien on descend dans Méria, on tombe sur Nantua, ou bien pour aller à Bellegarde, on passe par Rotor. Rotor ou le Poisin, l'un ou l'autre. Mais de toute façon, c'est ça. Puis là-haut, il y avait plein de maquis. Hein, le type qui a fait une omelette, il a donné du vin, du pain. Quand il a vu que l'autre, il avait lâché son flingue et son casque, il savait où il avait foutu sa hache. Ah, il l'a chopé juste quand il tournait la tête.
Qu'est-ce que l'autre pensait? Qu'est-ce que l'autre croyait une seconde avant de recevoir le coup de hache? Est-ce... je m'en fous. Non, pas je m'en fous. Il essayait de se tirer. Ah, il aurait fallu qu'il se tire. Enfin, je ne l'aurais pas laissé passer si... Oui, mais je ne l'aurais pas laissé passer si j'avais été soldat et s'il avait été soldat. Je suis sûr que je ne l'aurais pas laissé passer. Mais si on voit un type qui a le casque à la main et le flingue qu'il tient par le canon, ça change pas un peu les choses, ça? Oui, ça change les choses. Oui, sûrement que ça change les choses. En tout cas, pas comme ça a été fait. Ah, merde. Il a dit que... Il a dit... Il a tourné un peu la tête et l'autre, plaf! Il a foutu un coup, puis le sang s'est mis à gicler. Il a remué, puis il s'est calmé, il est mort. À ce moment-là, quand il a reçu, est-ce qu'il n'était pas en train de se dire « Ah, le type m'indique le chemin à prendre pour descendre sur Bellegarde. » Il a peut-être cru que le type était bon jusqu'au bout. Un type bon jusqu'au bout. Un acte de quoi que l'autre a fait? C'est pas un acte de bravoure, il a pas dû s'en vanter. Bah, il s'en est bien vanté puisqu'il l'a dit. L'autre qui le savait, là, comment? Oui, c'était son copain. C'était pas son copain. Ils se connaissaient, puis c'est tout. Il le disait, il s'en vantait. C'est possible. J'arrivais pas à remettre le moteur en route. Je fumais, je me laissais tremper dans la voiture. J'étais en ébullition. Quelques secondes, je me suis demandé qu'est-ce que j'étais allé faire dans ce bistrot de la rue des Bouzes. Ça faisait déjà 10 ans, 12 ans qu'on était là. Je connaissais presque tous les cafés de Hauteville. Et je n'étais jamais allé dans cette rue. Or, j'aurais souhaité ne jamais connaître cette rue, ne jamais rentrer dans ce café. Entendre n'importe quoi comme histoire, mais pas celle-là. Pourtant, les histoires mauvaises, médiocres, sales, vaches, lâches, à Hauteville, ça manquait pas. Ça manque nulle part. Ça en est plein partout. Mais une chose comme ça, il y a les histoires qu'on invente, il y a les histoires vraies dans lesquelles on invente. Mais une chose comme ça, c'est du vrai. Là, je dirais ma tête à couper. C'est vrai, je garde ma tête. Ça, c'est vraiment ce que quelqu'un peut faire. C'était le grand silence. L'eau tombait. Ça tapotait sur le toit, sur le capot. Ma main était toute mouillée. Mon clope s'était éteint tout seul. La nuit maintenant commençait à tomber. Cécile devait se demander, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? J'ai remis le moteur en route, je suis redescendu tout doucement. Je suis rentré dans le village. Je suis descendu jusqu'à la maison. J'ai rentré la voiture. J'ai refermé doucement le garage, je suis ressorti. Cécile m'a dit, ça a été long, qu'est-ce que tu as fait? Mais tu es tout mouillé. Rien, j'étais en panne, j'ai pris un peu de flotte. Je suis allé jusqu'à Hauteville, j'ai fait 2-3 courses, j'ai ramené des bonbons, des gâteaux. J'ai ramené un peu bidoche pour Stéphane. Voilà, je suis là maintenant. Mais tu as l'air fatigué. Oui, c'était fatigant, sous la pluie, le moteur qui n'arrivait plus à se mettre en... Ton moteur était en panne? Ton moteur de la voiture ou ton moteur à toi? Oh, peut-être un peu les deux, tu as raison. Tu t'es fait du souci? Non, je me disais, il est allé quelque part et puis il va me téléphoner. J'ai eu envie de te téléphoner. Et puis j'ai pas pu arriver à le faire. Pourquoi? Tu peux me téléphoner, tu me dis je suis là et... Enfin, je savais que tu n'étais pas allé loin. Viens, sèche-toi, change-toi. On va remonter dans l'atelier. Non, pas dans l'atelier. Si, dans l'atelier. Non, si je monte dans l'atelier, je vais être tout seul. Alors tu montes dans l'atelier tout seul. Je me suis changé, je me suis essuyé. Je suis monté dans l'atelier, je me suis allongé sur le divan. Cécile est venue me rejoindre. Elle avait son verre de thé à la russe et ma tasse de café. Elle avait mis les petits gâteaux que j'avais achetés sur le plateau. Dans une petite soucoupe, elle avait mis des bonbons. J'avais envie de pleurer. Cécile, il ne fallait pas faire ça maintenant. Mais si, pourquoi? Non, je ne voulais pas manger. Mais ce n'est pas manger, c'est goûter. Je ne voulais pas manger. Si je mange, je vais vomir.
Mais tu ne vomis jamais. Si tu n'as pas envie de manger les gâteaux, on les mangera tout à l'heure. Moi, j'y touche pas non plus. Je lui dis, non, je ne peux pas lui dire. Non, je ne vais faire que boire. Je vais boire et fumer encore une petite cigarette. Tu peux pas me dire à quoi tu as pensé? Oh non, j'ai pensé à ça, là, la saloperie qui est sur la table. La saloperie qui est sur la table, je suis venu la voir tout à l'heure, je suis pas d'accord avec toi. Oh bah ça, écoute Cécile, je te connais quand même. Dès que je dis je suis en panne, tu dis ce que tu as mis en route là et qui te fait problème. C'est pas vrai, si tu insistes un peu, ça va peut-être tourner. Si tu le mets dans l'autre sens, ça va peut-être avancer. Je ne te dis que ce que tu me dis. Quand tu vas bien, je te dis tiens, ce dessin-là, je savais pas. Tu me dis oui, oui, il était mal parti, mais j'ai fait ça et ça et ça, et je l'ai retourné, je l'ai gratté, et j'ai fini par. Puis le voilà maintenant. Et t'es content? Oui, ça va, je crois que ça va. Qu'est-ce que tu penses? Ça va? Tu me dis que ça va? Allez hop, on garde, c'est bon. Alors je te dis la même chose. Je te resserre ce que tu me sers. Et je suis monté pendant que tu n'étais pas là. Et j'ai regardé. C'est vrai que quelqu'un qui ne sait pas par quoi ça doit passer, il se dirait mais qu'est-ce qu'il a fait? On pourrait presque dire mais le pauvre bonhomme. Mais il est en train de... Eh ben moi non, je peux pas me dire ça. J'ai tellement vu des dessins miraculés. Des dessins qui devenaient, pour moi, les autres ne s'y arrêtent peut-être même pas quand ils les regardent. Mais pour moi, quand je regarde celui que j'ai vu si difficilement venir, qui t'a déchiré, qui m'a déchiré, même Stéphane qui n'ose plus monter dans l'atelier à ce moment-là, il te fuit. Quand je vois ce qu'il est devenu, je vois où l'accident a commencé, mais l'accident est devenu la chose merveilleuse à partir de laquelle tout a... Tu dis quelquefois transfusé, ben voilà, il y a de la transfusion à partir de l'accident. C'est quand même merveilleux. Tu imagines, tu es dans ta voiture, tu rentres dans un platane, et grâce à l'accident que tu fais, voilà que tout va mieux. Ben c'est comme ça quelquefois avec tes dessins. Tu me crois? Je t'assure que le dessin qui est là en route maintenant, c'est un dessin que tu dois continuer. Tu cherches quelquefois avant de l'avoir fini, et même quelquefois avant d'en commencer un, tu dis j'aimerais que tu me dises un mot ou une phrase, et puis de ça tu fais un titre. Et puis le titre, tu me dis ça me tire, ça m'empêche de le lâcher. Eh bien moi je peux te dire, ce dessin-là, tu sais à quoi il fait penser? Ouais. Il fait penser à de la montagne, tout en haut d'une montagne. Ah oui? Il ferait pas penser par hasard à Rotor, non? Tout en haut de Rotor? Oh bah Rotor, c'est pas une vraie montagne. Ah si, à Rotor, c'est une montagne. 1300, 1500, c'est déjà de la montagne. C'est juste la Suisse qui est à côté. On aime y passer, nous, par Rotor. On ira à Rotor un de ces jours. J'irai tout seul une fois aussi. Il faudra qu'on fasse un tour sur Rotor, mais pas pour aller en Suisse, pas pour aller à Nantua, pas pour aller au Poisin, ni à Bellegarde, à Rotor. On ira tous les deux, et puis j'y retournerai tout seul. J'ai besoin de vérifier quelque chose. Alors je vais le vérifier une première fois avec toi, mais j'irai pas jusqu'au bout. Et puis une deuxième fois, tu m'inquiètes. Non, je t'inquiète de quoi? D'aller à Rotor? Non, qu'est-ce que tu veux qu'il y ait? Non, mais je me demande qu'est-ce que c'est vérifier à Rotor. On connaît personne à Rotor. Non, on ne connaît personne. J'ai besoin, je ne peux pas t'en dire plus. On ira à Rotor quand tu voudras. Si tu veux, si demain il fait beau, on monte à Rotor. Si dans une 8aine de jours, je sais pas, tu as envie de bouger un petit peu, on met nos pulls, on met nos grosses pompes, on part à Rotor, on marche là-haut. Il faut que je vérifie quelque chose. Tu veux pas me le dire? J'aurais du mal à te dire ce que je veux vérifier, étant donné que je ne sais pas où je dois aller pour trouver la possibilité de la vérification. Alors tu veux qu'on fasse tout Rotor? Tu sais, Rotor, c'est au moins 30 km comme plateau. Oui, mais je vais étudier une carte et puis peut-être que je pourrais y arriver à trouver ce que je veux. Ah, tu m'intrigues quand même, tu sais. Non, c'est pas intriguant. Écoute-moi. Prenons notre café et puis ça va mieux. Oh, j'ai bien fait, tu as raison. On mange chacun notre petit gâteau. Tchin-tchin, santé. Tu es belle. Ouais, ferme pas tes yeux. C'est dommage, mon Stéphie, il aurait aimé de ce gâteau, tu crois? Appelle-le.
Cécile s'est levée, elle a passé la tête vers la trappe. « Stéphie, 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 viens vite, viens vite, viens vite. Stéphie, Stéphie, Stéphie. Passe-moi tes ciseaux, me dit Cécile. » Je lui ai passé mes ciseaux à papier, puis elle a commencé à tac, 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 tac. 10 secondes après, plom, 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 plom. Le gros Stéphie qui arrivait, on l'entendait dans les escaliers. Oh, quand il est arrivé à la trappe, toc, il est arrivé dans l'atelier à ce moment-là. Miaou, miaou, avec sa petite voix tout enrouée. Viens, mon petit bonhomme, il y a quelque chose de bon pour Stéphie. Stéphie, il y avait toujours avec les ciseaux quelque chose de bon. Il a sauté sur le divan, Cécile a repris sa place, et avec ses doigts, elle a commencé à lui découper un petit bout de gâteau. Tu crois qu'il va le manger? Ouais, s'il n'y a pas de crème dedans. On retire du côté de la croûte, il aime les biscuits. Elle lui a tendu dans le creux de sa paume un petit morceau de biscuit. Stéphie s'est approchée tout doucement, tout doucement. Il était délicat, Stéphie. Même délicat avec les musaraines quand elles étaient toutes vivantes et qu'il les bouffait. Très délicat pour retirer le fiel. Jamais il a mangé un fiel. Il le laissait là par terre. La tête, toujours il la mangeait. Et puis il devait se nourrir avec les abats. Mais il retirait le fiel. Je ne sais pas comment il faisait cette chose verte comme ça qu'il y avait dedans. Alors là, Stéphie, le petit délicat, il mangeait du bout des dents, comme ça, tout doucement, ce petit coup de gâteau. Ça, il n'y a plus, parce qu'il a continué à miauler. Alors je lui ai donné un peu de la croûte du mien, puis encore de la croûte de celui de Cécile. Et puis ça allait bien, il a ronronné, il s'est installé. Il a commencé à se faire une belle toilette. Cécile terminait son thé. Elle me regardait avec des yeux tout brillants. Moi, j'avais fini ma tasse de café. J'en étais déjà à une cigarette. Quand elle a eu fini sa tasse de thé, elle m'a dit, on regarde le dessin? Si tu veux. Je me suis levé, elle s'est levée. Stéphane a sauté. Il est descendu du divan, il nous a vu nous diriger vers la table. Il a sauté sur la table. Elle m'a dit, c'est un signe. C'est un signe, Stéphane saute toujours sur ma table. Alors Stéphie, qu'est-ce que tu crois? Ce dessin, merde ou pas merde? J'ai raison de l'arrêter ou Cécile a raison que je dois le continuer? Qu'est-ce que tu penses, Stéphie? Si tu mets une patte sur le papier, je le continue. Si tu ne vas pas sur le papier, je le bousille. Qu'est-ce que tu fais, Stéphie? Stéphane était au bout de la table, à un angle. Il se mettait rarement au milieu. La feuille était assez grande, mais elle était plutôt dans le milieu. Il regardait, lui, par la fenêtre. Il aimait bien de loin voir les chiens, les vaches. Il aimait bien ce qui bougeait. Alors, Stéphie, tu pourrais regarder dans notre direction. Je te pose une question. Il y a sur la table une feuille de papier, un dessin. C'est toi qui dis, tu le continues ou tu l'arrêtes? Stéphie, Stéphie, Stéphie. Stéphie a tourné la tête. Alors, si tu mets une patte, je le continue. Stéphie s'est levée, s'est étirée, a fait un gros dos, sa queue est devenue toute droite. On disait, c'est le paratonnerre de Stéphie. Il est venu vers Cécile. Il évitait la feuille de dessin. On s'est regardé, Cécile et moi, et tout à coup, Stéphie s'est laissé tomber. Louf. Pas tomber par terre, tomber sur le dessin. Il s'est étalé sur le dessin. Il attendait qu'on le caresse. Cécile me dit, gagné. J'ai éclaté de rire. Elle est descendue. Stéphane est resté là, sur le dessin. Je me suis assis, j'ai allumé. J'ai sorti encore une cigarette. D'une main, celle qui tenait la cigarette, je le grattais tout doucement, tout doucement, tout doucement. Il ronronnait, il se tournait. J'avais repris ma plume. J'essayais de repousser plus loin. La montagne, on dirait que c'est en haut d'une montagne. Peut-être que ce dessin-là, c'est retors. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut avoir une sorte de préméditation, se dire je ne suis pas bien, prendre une voiture, prendre un cheval, prendre une bicyclette, on pourrait prendre aussi un revolver. C'est comme ça qu'on se tuerait. Oui, je le sais, c'est bien pour ça que j'ai planqué le revolver. Pourquoi est-ce que je suis allé me perdre dans cette putain de rue des Bouzes? Café dégueulasse, 2 ivrognes. Oh, ton père était ivrogne. Mon père était ivrogne, oui. Mon père racontait des salades comme ça. Oui, mais ton père mentait. C'est vrai, mon père mentait. Stéphie ronronnait énormément, énormément. J'ai même fait tomber un tout petit peu de cendre sur la fourrure et ça a crépité une seconde. J'ai soufflé, Stéphie s'est rendu compte de rien. J'aurais pu le brûler.
J'ai tiré une dernière fois sur ma cigarette, j'ai éteint le clope, j'ai bien posé ma main à plat dans le ventre de Stéphane. Bien au chaud comme ça, comme un gros coussin vivant, ronronnant, bruissant. Et Stéphie a pris tout doucement mon bras entre ses deux pattes. À travers mon pull-over, je sentais ses griffes. Alors j'avais senti que je devais sortir, arrêter ça, et pour pouvoir le continuer, je devais rencontrer vraiment deux fumiers. Ce ne sont pas deux fumiers, tu exagères. D'abord, ils avaient bu. L'un avait besoin de raconter une histoire. Et si tout simplement il t'avait aperçu, et il s'était dit, on va raconter une chose dégueulasse, puis le type il serait obligé de sortir. S'ils avaient voulu tout seuls, simplement, être seuls, être là, deux, à se taper des fillettes, pourquoi pas? Et qu'ils aient tout inventé pour toi. Ça, je veux vérifier. C'est quelques semaines après. Il y avait une première chute de neige, mais la toute première, celle du mois d'octobre, qui vraiment ne tient pas. Sur Rotor, elle a tendance à tenir. J'ai dit à Cécile, et si nous faisions notre petite promenade à Rotor? Cécile a dit oui, d'accord. Tout à fait prêt, on se couvre bien, tu bourres ton feu, on part pas avant 10 heures. S'il y avait un petit peu de neige là-haut, ils auraient comme ça le temps de sabler. Entendu, à 10 heures, nous roulions. Nous sommes passés par Hauteville, Chandor, Breno. On a tourné à droite, direction des Plans d'Automne. À un lieu qu'on connaissait bien, on a pris direction Automne. Le Poisa aussi, on a laissé le Poisa à gauche. On a monté presque jusqu'à la chapelle. Et puis là, on a commencé à avancer tout doucement. Cécile m'a dit, pourquoi tu roules doucement? Je sais pas. Enfin, je sais pas. Si, je sais. Par là, il y a des fermes. Il y a des fermes, non pas partout, m'a dit Cécile, mais il y a une ferme tous les 500 mètres ici. Oui, mais il devrait y avoir une ferme, tu vois, sur la carte. Ah, tu l'as regardé, ta carte? Ah ouais, j'ai regardé, il y a plusieurs fermes, mais il y en a une qui, de là-haut, peut voir dans la direction de Bellegarde, j'en suis sûr. Et puis la route qu'on a faite, c'est une route que fait tout le monde, donc que feraient même des gens qui marchent. Ben oui, pourquoi tu dis des gens qui marchent? Je suis en train d'essayer de vérifier quelque chose. Je te dis, je reviendrai seul et je reviendrai seul. Tiens, regarde là. Là, il y a... Oh! Qu'est-ce qu'il y a au bord de la route? Cécile me disait, arrête-toi, arrête-toi. On avait descendu une vache au bord de la route. On l'avait tirée, on voyait que, à sa patte arrière, on avait enfoncé un crochet, puis qu'on avait décroché après. Une vache qui était morte. Morte là-haut, sur les plans, en haut de Rotor, et que l'équarrisseur allait venir chercher avec son camion. Une bête au ventre immense. Cécile m'a dit, c'est sans doute parce que elle était malade, elle a le ventre qui a gonflé. Je lui ai dit, je ne crois pas que ça soit ça, je pense qu'elle est morte parce qu'elle n'a pas pu faire le veau. Ils vont descendre les bêtes maintenant. C'est le moment où, dans l'hiver, ils ne peuvent plus remonter là-haut. Plus personne ne vit là-haut. Les dernières fermes habitées sont un petit peu plus bas. Ici, il y a 1,50 m. Et la vache, ou bien elle a fait un fellage précipité, puis ça n'a pas pu sortir, ou elle a fait une rupture. En tout cas, c'est de ça qu'elle est morte. À cette saison-là, il y a pas d'herbe pour faire gonfler. Ça bouffe pas de cresson. Elles sont un petit peu devant les fermes, et puis elles rentrent toutes seules bouffer le foin. Et le bonhomme vient tous les 2-3 jours pour vérifier si ça va. Voilà ce qui est arrivé. Et c'est assez frais, regarde, le sang est foncé, mais les traces, c'est arrivé il y a 2 jours. De toute façon, on ne peut pas non plus laisser une vache comme ça au bord de la route, ça serait dégueulasse. Bientôt, il y a les corbeaux qui vont s'y mettre. Il y a le renard qui va venir, qui va tirer. Ah, c'est un peu dégueulasse, m'a dit Cécile. Oui, c'est dégueulasse. Bon, écoute, on rentre maintenant. On file jusqu'à la chapelle, on boit quelque chose là-haut, et puis on rentre à la maison. Tu as trouvé ce que tu voulais, m'a-t-il dit. Il est possible que... Oui, mais il faudra que j'attende que l'hiver passe. Je pourrais pas revenir demain ni après-demain. Pourquoi pas? Non, parce que j'ai besoin que les fermes où on les pack un peu ne soient plus habitées. Enfin, qu'il n'y ait plus de vaches. Je ne voudrais pas tomber nez à nez avec un cultivateur qui aurait laissé encore pendant 8 jours ses vaches. Je te dirais qu'il ne va pas les laisser longtemps maintenant, parce que les bêtes ne peuvent plus aller brouter, ça c'est fini. Alors tu dois aller dans une ferme.
enfin, je dois retrouver quelque chose qui se trouve près d'une ferme. Nous sommes allés jusqu'à la chapelle de Retors, chapelle auprès de laquelle il y avait une petite buvette. La buvette était fermée, signe que le plateau se vidait. Nous avons fait un beau demi-tour, nous sommes revenus par la même route. La vache était encore là. Mais en retrouvant la route qui menait au plan d'automne, j'ai dit à Cécile, le camion qui vient devant nous, c'est l'équarrisseur. Quand il nous a frôlés, j'ai regardé, c'était un camion qui emmenait les bêtes mortes. Cécile m'a dit, s'il vient la chercher, et si le temps le permet, dans une semaine, il n'y aura plus de bêtes. Oui, je crois que dans une semaine, il n'y aura plus de bêtes. On verra. On rentre, c'était une belle balade. Belle balade, mais avec la vache, moi, ça m'a moins plu. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas que les vaches qui crèvent, tu sais, sur Retors. Une semaine est passée. J'ai travaillé à mon dessin. Mon dessin a avancé. Stéphie s'était pris, je ne sais pas si c'est d'amour, mais en tous les cas de plaisir. Et il montait continuellement sur la table. En même temps, le temps avait changé, le froid était là, un beau soleil brillait. Mais Stéphie ne sortait pour ainsi dire plus. Nous nous approchions du 15 octobre, du 20 octobre. Quand le dessin fut presque terminé, peut-être que j'avais à faire ici ou là quelques ombres, à le cirer surtout. C'était la période où je cirais les dessins. J'ai arrêté, je suis descendu, je suis passé par l'atelier de Cécile, je lui ai dit si tu veux bien, cet après-midi, je vais sortir. Elle m'a dit tu montes à Retors. Je dis oui, je vais monter à Retors. Je te propose, je t'emmène. Je te laisse dans un bistrot à Breno. Je veux être seul. Mais sinon, je te laisse ici, j'y vais tout seul. Non, j'ai pas envie de sortir, me dit Cécile. J'avais hâte de manger léger et de partir. J'ai roulé, repris mon petit chemin, Hauteville, Chandor, Breno, direction Plan d'Automne, direction Poisat, pas très loin, direction du haut de la chapelle de Retors. Il n'y avait plus de neige, ça avait fondu. Ce soleil, toute la journée, les nuits très fraîches, avait fait fondre ce qu'il y avait comme trace. Je me suis demandé si la bête était retirée. Sûrement, on avait croisé le camion. Et s'il y avait encore des bêtes, là-haut. Et si c'était bien là. Un peu plus loin, j'avais repéré que la route laissait un petit espace pour pouvoir se garer. C'était l'indication de la présence de plusieurs fermes là. Les hommes, quand ils abattaient les arbres, les descendaient, les empilaient à cet endroit où je venais de garer ma voiture. Je fermais la voiture. Je rebroussais légèrement chemin. Je prenais à l'endroit où la vache était. Il y avait un sentier très marqué, devenu à la fois boueux et par endroits un peu gelé. Il y avait énormément d'empreintes de bêtes. Tout le troupeau était passé. Je regardais bien. Les pattes allaient dans la direction de la route. Le troupeau ou les troupeaux étaient descendus. Peut-être que c'était le chemin menant à la ferme ou un chemin menant à des fermes. J'ai grimpé. J'ai grimpé longtemps. J'ai traversé plusieurs petits bois. J'ai vu une ferme au loin, à droite. Elle n'était pas dégagée, pas sur une hauteur, plutôt cognée. C'était pas celle-là. J'ai poursuivi, la route continuait un tout petit peu sur la gauche. Selon l'orientation que je croyais devoir suivre et respecter, c'était un peu à gauche, mais ensuite je devrais y aller en tournant le dos au soleil. Je devais aller vers l'est. En allant vers l'est, le soleil dans le dos, j'irai vers Bellegarde. La Suisse est devant moi. Seulement, il faut que je monte. Il faut que je monte. D'après ce qu'ils ont dit, c'était en haut. Non, je suis pas sûr. Si, je crois qu'ils l'ont dit. J'ai trouvé encore une ferme, beaucoup plus sur la gauche, elle aussi abritée. Il y avait là énormément d'empreintes de bêtes. Et le restant de la route que je suivais,
il y avait très très peu d'empreintes. C'est-à-dire que peut-être y avait-il plus haut une dizaine